Bonjour Dylan, je vois que vous êtes le seul connecté pour l'instant. On va attendre un petit peu que les autres se connectent. Voilà, ça commence à arriver. Alors en attendant que tout le monde se connecte, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas. C'est notre dernier TD aujourd'hui. Dernier TD qui va donc porter sur l'induction de nouveau. On avait commencé à regarder ça la semaine dernière avec la spire en rotation. Spire en rotation qui est à la base de ce qu'on appelle les alternateurs. Ok, je crois que vous avez un CC de prévu la semaine prochaine. Je ne sais plus quand c'est, jeudi ou mercredi? Mercredi, je crois. Ouais, mercredi prochain. Donc, a priori, dans ce CC, électrostatique et magnétostatique, mais pas la partie induction qu'on va finir de traiter aujourd'hui. Par contre, cette partie induction, vous l'aurez dans le dernier, dans l'examen final. Examen final qui sera en janvier, je crois. Est-ce que j'ai un calendrier là? Monsieur, Oui, bonjour. bonjour. En fait, je viens d'arriver dans le cours et vous disiez quoi tout au début, s'il vous plaît? Pas grand-chose, sinon que j'attendais qu'il y ait du monde qui se connecte. Et D'accord. que donc le cours d'aujourd'hui, donc on va terminer, puisque c'est notre dernier TD, on va terminer sur l'induction, D'accord. que vous avez un Oui. CC prévu la semaine prochaine, qui lui Oui. portera sur l'électrostatique et la magnétostatique. Donc l'induction sera aussi Ah, au programme de l'examen final, qui sera en janvier. d'accord. Merci. Voilà. Euh,
Bon, bah, du coup, on va commencer. Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, hein, on avait commencé à voir l'induction avec cette boucle qui était en rotation donc une boucle parcourue par un courant, qui était en rotation dans un champ magnétique constant. Et donc, on avait revu cette loi de Faraday qui exprime le fait que donc, quand on a comme ça une boucle de courant qui est en rotation, ce qu'on va observer, donc c'est une variation du flux magnétique. Et cette variation temporelle du flux magnétique va induire une force électromotrice. Ok, on avait étudié ce problème-là, et donc on avait déduit la force électromotrice, qui était une fonction sinusoïdale, et je vous avais montré un petit calcul de cette fonction sinusoïdale. Ok, aujourd'hui on va donc, je vais mettre en plein écran peut-être, on va donc poursuivre donc, sur ces études, on va voir deux autres exemples de cette induction. Alors, le premier exemple donc, est relativement similaire à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire on a de nouveau une boucle. Alors là, pour cette fois-ci, c'est une boucle qui est non plus circulaire, mais rectangulaire, avec un petit côté A et un grand côté B. Et la différence, hop, alors attendez, pourquoi je ne retrouve pas mes outils? Toc, toc, toc. Voilà. La différence avec la semaine dernière, donc avec la boucle en rotation dans un champ magnétique, c'est qu'ici, on va avoir non pas un mouvement de rotation, mais un mouvement de translation ici de cette boucle rectangulaire. Donc, on a ici une boucle, donc comme je disais, avec un petit côté A, un grand côté B. Et en fait, on n'a pas une seule boucle, mais on a n spires ici dans ce circuit. Donc, on a un courant électrique I qui parcourt l'ensemble des spires. Et à l'instant initial, on se trouve ici dans une région où le champ magnétique est nul. Et puis, ce qui va se passer, c'est que cette boucle elle va avancer. Et puis, à un certain moment, elle va se retrouver ici en partie plongée. Oups, je l'ai fait un peu grande. En partie plongée dans un champ magnétique constant. Et donc, du coup, va apparaître une force électromotrice induite du fait du mouvement de cette boucle ici. Donc, elle continue avec une vitesse constante du fait du mouvement de cette boucle dans le champ magnétique. Et puis ensuite, donc ici, elle va ressortir du champ magnétique et puis se retrouver. Monsieur, le problème, c'est qu'on ne vous entend pas bien, en fait. T'arrêtes pas de couper, en fait. C'est vrai? La connexion est mauvaise? Ouais, Oui, c'est vrai, moi j'ai cru c'est ma connexion. mais là, ça va pas du tout. Ouais, là, on comprend pas ce que vous dites parce que ça coupe à chaque fois. Ah, zut. Et là, vous m'entendez? Ou c'est toujours mauvais? C'est mauvais encore. Hein. C'est encore mauvais? Alors, je vais arrêter de partager. Pourtant, ma connexion Wi-Fi a priori est bonne. Pourquoi j'ai plus mon... pas ma souris. Ah là, voilà. Ma connexion Wi-Fi est bonne. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. A priori, personne n'a sa caméra allumée. Je vais essayer de couper la mienne, du coup. D'accord?
Donc, D'accord. j'arrête ma caméra. Est-ce que ça passe mieux là? Est-ce que vous Pour m'entendez? l'instant, ça a l'air. Oui, vous m'entendez? Bon, donc du coup, je vais repartager mon écran. Non, là, ça va pas. Attendez, il faut que je partage, parce que je suis en train de partager en fait. Hop. Est-ce que là, ça va? Vous voyez bien mon écran? Oui. La bande passante est faible. Ah. Ben là, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, bon. Dites-moi si effectivement ça recommence. Donc, je D'accord. recommence mon explication. Donc aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est une boucle conductrice en mouvement au-dessus d'un aimant permanent. Donc, c'est un peu le même problème que celui de la semaine dernière, sauf qu'ici, on n'a plus une boucle en rotation dans un champ magnétique constant, mais on va avoir une boucle ici, alors qui déjà est une boucle rectangulaire, qui va avancer et du coup se retrouver en partie. Ah oui, ben, il me dit que ma connexion n'est pas très stable. Je suis désolé. Non, ça va toujours pas là. On n'arrive pas à... On entend un mot sur deux. Ouais, voilà. Ah, bon. Alors, je vais essayer de passer en 4G sur mon téléphone. On va voir si c'est mieux. Alors, je vais arrêter le partage là. Une seconde. Alors, par contre, ça risque de... J'arrête le diaporama. Ok. Alors, je vais essayer de passer donc... Ah, s'il veut bien. Ouais. De passer en 4G. Donc, ça va couper, ça va revenir. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui? C'est mieux, ça coupe pas? Non. D'accord. Bon, ben, on va essayer comme ça. D'accord. Alors, je vais du coup repartager mon écran. Hop. Voilà. Essayer de remettre en plein écran. Ok. Vous m'entendez toujours bien là? Pour l'instant, oui. Ok. Alors, donc il s'agit, je recommence pour la, pour la troisième fois, mais donc d'une boucle conductrice donc, dans laquelle on a un courant qui circule. Donc c'est une boucle rectangulaire avec un grand côté B, un petit côté A. Et cette boucle, donc, contrairement à ce qu'on a vu la dernière fois où on avait une boucle qui était en rotation dans un champ magnétique constant, ici la boucle, elle va traverser ici une région dans laquelle on va avoir un champ magnétique constant. Donc en fait, cette boucle, elle avance avec une vitesse constante, et puis au bout d'un moment, elle va se retrouver en partie plongée dans le champ magnétique. Donc si je la prends ici à cette position, voilà, ici il y a une partie de la boucle qui se trouve dans le champ magnétique. Donc en fait là, on va avoir une variation en fait de la surface qu'on appelle le flux coupé. Hein, le flux coupé, c'est la surface de la boucle qui se trouve à l'intérieur du champ magnétique. Et donc, comme on a ça, on va avoir apparition d'une force électromotrice, puisque le flux du champ magnétique ici va varier au cours du mouvement. Hein, la boucle elle continue à avancer, et puis au bout d'un moment, alors, il y a un moment où elle va être ici complètement plongée
dans le champ magnétique. Et puis, il y a un moment ici où elle va finir par ressortir de la région où on a le champ magnétique. Et donc, vous voyez qu'entre ces positions, le flux, donc, qui va être donné ici, qui va être donné par cette surface-là, et ici, qui va être donné par cette surface-là, vous voyez qu'au cours du temps, ce flux, il va varier. Et donc, si on a un flux qui varie, d'après la loi de Faraday, eh bien, on va avoir apparition d'une force électromotrice. OK? Ça va pour le positionnement du problème qu'on est en train de regarder? Oui. Monsieur, Oui. pour la force motrice, je n'ai pas très bien compris. La force électromotrice, c'est la loi de Faraday. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi de Faraday? On va la revoir, hein. La loi de Faraday nous dit quoi? Hmm, Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on a un flux magnétique, d'accord? Donc, l'intégrale double du champ magnétique par l'élément de surface. Si ce flux magnétique, il change au cours du temps, donc il n'est pas constant, hein, eh bien, on va avoir apparition d'une force électromotrice, E, qui est égale, justement, alors à moins la variation de ce flux au cours du temps. D'accord? Oui. Donc, c'est bien ce qu'on avait dans la boucle la dernière fois, la boucle qui était en rotation. Au cours du temps, le flux du champ magnétique changeait, et donc on voyait apparaître une force électromotrice. Donc ici, on va se retrouver dans un cas similaire. Simplement, ici, ce qu'on a, c'est cette spire, si vous voulez, dont le flux va changer. Alors, bon, c'est ce qu'on va regarder. Ici, donc, on n'a pas une seule spire, hein, on a n spires qui composent comme une espèce de bobine qui serait carrée, quoi. OK. Alors, quelles sont les questions que l'on va se poser? Alors, première question, quelle est la valeur du flux du champ magnétique à l'instant initial? OK. Alors, je vous montre. Donc, à l'instant initial, hein, notre boucle ici, elle se trouve dans une région où le champ magnétique est nul. D'accord? Donc, quelle est la valeur du flux? Donc, le flux, je vous le remets ici, c'est l'intégrale de B ds intégré sur la surface de la spire. Alors ici, on a n spires, donc on va avoir n fois cette valeur-là. D'accord? Mais à l'instant initial, on est dans une région où B est égal à 0. Donc ça veut dire que le flux lui-même, il va être égal à 0. D'accord? Comme on n'a pas de champ magnétique, on ne peut pas avoir de flux. OK? D'accord. Et en fait, dans le problème, ça nous est dit en fait qu'on n'a pas de champ magnétique, c'est ça? Regardez le problème, il est ici, le dessin, il est ici. Mhm. On vous dit, donc effectivement, on vous dit à l'instant initial, t égale 0, elle se situe dans une zone où le champ magnétique est nul. D'accord. D'accord? Donc on est effectivement dans cette position-là, x égale 0, à t égale 0. D'accord? Ici, on a t égale 0. Mhm. Et donc, on est dans une région où effectivement le champ magnétique est nul. D'accord. OK? Puis Oui. ensuite, elle va avancer. Puis quand elle va arriver en x1 ici, elle va commencer à rentrer dans une région où le champ magnétique devient différent de 0. D'accord. Et après, quand elle ressort, eh ben, elle est nulle de nouveau.
bah, quand elle va être de l'autre côté, ici, effectivement, si elle est ici, par exemple, bah, de nouveau, le flux va être nul. D'accord. OK. Alors ensuite, alors je vais effacer, OK, donc ça c'est juste, alors je vais effacer ce que j'ai écrit, sinon on ne voit plus rien. OK, donc le flux magnétique, hein, c'est donné par n fois B scalaire ds, intégré sur la surface. Et comme at égale à 0, le cadre est en x0 où B est égal à 0, eh bien le flux magnétique est égal à 0. OK. Deuxième question, quelle est la valeur maximale du champ magnétique au cours du déplacement de la spire? Alors, je vous rappelle, la spire, si je reviens ici, donc la spire, elle va rentrer dans une région où il règne un champ magnétique constant. Donc, quand est-ce que le flux va être maximum? Bah, quand la spire, elle va être totalement plongée à l'intérieur de cette région. D'accord? Donc, il y a un moment où, en fait, la spire, ici, elle rentre dans la région, donc il n'y a qu'une partie qui est plongée dans le champ magnétique. Et puis ensuite, elle continue à avancer. Donc, il y a un moment où, ici, elle va être complètement plongée dans le champ magnétique pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ici, elle en ressorte. Alors, donc, vous voyez que le flux va être maximum quand la spire est totalement dans le champ magnétique constant. Donc, du coup, quelle va être sa valeur? Donc, le phi, donc le flux magnétique, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'intégrale de B ds. Alors, à tout instant, on a B qui est perpendiculaire à ds. Pardon. On a B qui est parallèle à ds. Hein, vous voyez comment il est le... Oups. Vous voyez comment il est le champ magnétique? Non. Monsieur, Oui. en fait, j'ai une question. C'est quoi DS? ds, c'est l'élément de surface. Ok, C'est l'élément de surface qui appartient à la spire. ok, d'accord, ok. D'accord? Et ça se peut, par exemple, qu'on dit DV ou... Alors, ça serait le volume, ça, plutôt. Donc, ça existe avec le volume aussi? Oui, tout à fait. Très bien, ok, d'accord. Ça pourrait. Ou dl. dl, c'est quand c'est linéaire. D'accord, ok. D'accord? Si vous Merci. avez un fil, par exemple, ça va être plutôt dl. Si vous avez une surface, ça va être ds. Et si vous avez un volume, bah, ça va être dv. Très bien, merci. OK. Par contre, si c'est un flux, c'est toujours ds, parce qu'un flux, c'est à travers une surface. OK. Donc, si vous regardez le champ magnétique, en fait, la direction du champ magnétique, elle est donnée ici. OK? Ça veut dire que le champ magnétique, en fait, il est vers nous. Cette notation. Ouais? Oui. OK. Maintenant, si vous regardez le sens du courant, là, d'accord? Si vous prenez le sens du courant avec la règle de la main droite, donc vous mettez votre main dans le sens du courant et la direction de ds est donnée par le pouce. Donc du coup, ds, c'est vers nous aussi. D'accord? ds, il serait comme ça. Si vous voulez, si je le représente en 3 dimensions, d'accord? Imaginons que je représente le cadre en 3 dimensions, avec le courant I ici, eh bien vous avez ds qui est comme ça. D'accord? C'est le vecteur normal à la surface, avec comme surface une surface unitaire.
Ça va, ça? Pas trop. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Le vecteur ds, là, Oui. c'est un vecteur, alors vous pouvez l'écrire aussi comme étant ds fois n, où n est le vecteur normal, vecteur unitaire, normal à la surface. D'accord. C'est la normale à la surface, quoi. OK? Et ds, ben, c'est l'élément de surface infinitésimal, quoi. D'accord. Monsieur, Oui, ds, il est toujours perpendiculaire à la surface? oui, puisqu'il est toujours selon la normale à la surface. Toujours selon- D'accord? Puisqu'il est toujours D'accord, égal à ds fois n, n étant la normale à la surface. d'accord. C'est que pour les surfaces. C'est... Enfin, C'est-à-dire, c'est que pour les surfaces. surface. Voilà, vous dites que ds, il est perpendiculaire au plan de surface. Ouais. Et ça, on peut dire que pour les surfaces, non? Vous voulez en parler, vous voulez parler de ds pour quoi d'autre que pour une surface? Justement, c'est juste pour les surfaces, on parle de ça ou il y a aussi d'autres cas? Ben, non, c'est quand on calcule le flux, c'est la quantité de quelque chose qui passe à travers une surface. Un flux. D'accord, OK. D'accord? Un flux, c'est, je sais pas moi, si vous prenez le flux du robinet, c'est le nombre de litres d'eau qui vont passer à travers la surface de votre robinet. OK, OK? Donc là, c'est le merci. flux du champ magnétique, donc c'est la quantité de champ magnétique qui passe à travers la surface. OK? Ici, on a un champ magnétique qui est constant. Donc en fait, si je le représentais ici, quand ma boucle elle est à l'intérieur de cette région-là, où j'ai le champ magnétique, ben, j'ai un champ magnétique en fait ici qui est constant, donc avec la même direction ici, la même valeur. D'accord? Tout ça, ça va traverser ma boucle de courant. Dans cette région-là. Du coup, c'est pour ça que le champ magnétique, il est parallèle au DS? Tout à fait. Puisque en fait, ici, vous voyez que mon DS, donc si ça, c'est la vue en perspective là que j'ai à gauche. Ici, le dessin qu'il y a ici, c'est un dessin à plat, donc c'est comme si je regardais dans la direction de DS là. D'accord? Comme si je mettais mon œil ici et que je regardais ici. Donc je vois la boucle par la face, quoi. D'accord. Donc ici, je suis à plat et donc je vois DS qui vient vers moi. Oui. Ici, le champ magnétique, il vient aussi vers moi, dans la OK, région ici, d'accord. grisée. Ah, on a Le raison. le champ magnétique qui est donné par ce sigle-là. Ce sigle-là, ça veut dire que c'est un vecteur qui vient vers moi. OK, S'il allait vers le fond, hein, ça serait indiqué comme ça, avec une croix. d'accord. OK. Donc ici, dans la région qui est grisée, bah, DS et le champ magnétique, ils sont dans la même direction et dans le même sens. D'accord. D'accord? Donc ils sont parallèles. Donc quand je vais faire le produit BDS, le produit scalaire, de deux vecteurs qui sont parallèles, bah, je vais simplement trouver le produit BDS. OK. Et en fait, D'accord. en règle générale, le champ magnétique, il est dirigé selon DS ou... Bah non, là, il n'y a pas de. Il pourrait tout à fait être perpendiculaire à DS. D'accord. D'accord? C'est juste que là, dans le problème qu'on étudie, nous, ben, il est parallèle. Ah, d'accord. C'est le problème qui nous dit en fait que le champ magnétique et DS, il est dirigé vers nous. Voilà. D'accord. DS, il est donné par la direction du courant.
D'accord? D'accord. C'est-à-dire que si vous avez une spire comme ça qui est parcourue par un courant dans ce sens-là, vous prenez la règle de la main droite, c'est-à-dire que vous mettez le courant qui rentre par votre poignet et qui sort par les doigts, D'accord. et la direction de ds, de la normale à la surface, est donnée par le pouce. Ok. D'accord? Donc ici, ça viendrait vers nous, quoi. D'accord. Si j'ai une boucle qui est parcourue par un courant qui va dans l'autre sens, imaginons, c'est-à-dire que, imaginons que le courant maintenant, il aille dans l'autre sens ici. D'accord? Si vous mettez votre main, ben à ce Oui. moment-là, vous voyez que votre pouce, si le courant il rentre par le poignet, il sort par les doigts, le pouce il est dirigé vers le fond. Donc ds, il serait dirigé vers le fond. Ok. OK? D'accord. OK, donc du coup, le flux, vous voyez que le flux là, alors phi, donc c'est l'intégrale du produit scalaire BDS, et ici le produit scalaire BDS, ben, c'est simplement B fois ds, puisque les deux sont parallèles. Or, B il est constant. B il a une valeur constante. Donc du coup, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale. Donc le phi, en fait, c'est le B constant fois l'intégrale de ds. Et donc l'intégrale de ds, c'est quoi? Ben, c'est juste la surface de la boucle. Donc la surface de la boucle, elle est égale à quoi? AB. Voilà, à A fois B. OK, c'est un rectangle de petit côté A, de grand côté B. La surface, c'est A fois B. Donc en fait, le flux magnétique, vous voyez, il est égal à B fois A fois petit b. Alors en fait, ça c'est pour une boucle. Comme vous avez... Donc ça c'est pour une boucle en fait, hein. Pour n boucles, parce qu'ici on a n boucles dans le circuit, hein, bah, il suffit de multiplier par n en fait. Je vais noter phi indice n. Donc ça va être n fois le phi qui est là. Donc ça va être n fois grand B fois A fois petit b. Donc voilà le champ magnétique, le flux magnétique maximum. Monsieur, ce que vous appelez A et B, c'est quoi exactement par rapport au rectangle? C'est là, Ah, d'accord. Ok. le petit côté et le grand côté. D'accord. D'accord? Ok. OK. Donc du coup, ce qu'on voit, hein, c'est que donc, quand la boucle elle est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est dans une région ici, en blanc, là, où il n'y a pas de champ magnétique, bah, le flux est nul. Et quand elle est à l'intérieur, ici, complètement du champ magnétique, eh bien, le flux il est maximum, et il est égal à n fois grand B, le champ magnétique, fois petit a, fois petit b. D'accord? Donc ce qu'on voit, c'est que phi, en fait, le flux magnétique, à l'intérieur de la boucle, eh bien, il va varier entre 0 et cette valeur maximum. OK. Donc du coup, bon, bah, du coup, je vais effacer tout ce que j'ai écrit là. Hop, c'est réécrit ici. Donc on a un déplacement perpendiculaire. Alors ici, il y a une erreur, hein, c'est pas B, c'est B parallèle à ds. Donc BDS, c'est égal simplement au produit de B par ds. Produit scalaire, hein, de deux vecteurs parallèles, c'est simplement le produit de leurs normes. Et donc le flux magnétique, il est égal à NB fois S, la surface. Et la surface, donc c'est ce qu'on appelle la surface coupée, c'est égal,
ben, au maximum à la surface de la spire. Cette surface coupée, hein, c'est ici ce que j'ai indiqué en hachuré. Vous voyez, quand la boucle elle est à cette position-là, il n'y a qu'une partie ici qui est plongée dans le champ magnétique, c'est cette partie-là. Donc ici, la surface, vous voyez, bah, ça serait, je ne sais pas moi, cette longueur-là, fois la hauteur. Donc ici, on peut noter ça A' si vous voulez. Donc ici, le flux, à cet endroit-là, d'accord, dans cette position-là, le flux, eh bien, ça serait B fois A' petit b. Et puis ici, on passe par une position où bah, tout est plongé dedans, donc ça, là, ça va bien être A fois B. Et puis ensuite, ici, quand on va ressortir, vous voyez qu'ici, il va nous rester ici, dans cette position-là, qu'une toute petite partie, que je peux appeler A seconde, par exemple. Et puis, bah, sur la hauteur, on a toujours B, quoi, petit b. Donc là, le flux dans cette position-là, bah, ça serait grand B fois A seconde fois petit b. N fois, puisqu'on a N spire. D'accord, ok. OK, donc vous voyez qu'au cours du temps, en fait, le flux magnétique, il va changer entre une valeur qui est nulle et une valeur maximale qui est ben, N fois petit a fois petit b fois grand B. OK, alors troisième question, c'est quel est l'intervalle de temps nécessaire pour que le flux du champ magnétique passe de sa valeur initiale, donc 0, à la valeur, alors ce ne serait pas la valeur finale, on va dire plutôt la valeur maximale. OK? Alors, à t égale à 0, à t égale à 0, on a phi qui est égal à 0. Et puis au bout d'un certain temps, je vais l'appeler allez, je vais l'appeler T1, eh bien on va avoir le flux qui va arriver à une valeur maximale. Donc cette valeur maximale, hein, celle qu'on a mis ici, c'est N grand B petit a fois petit b. OK. Alors, et donc ce qu'on va chercher, c'est justement ce temps delta t entre T1 et, je vais l'appeler T0 celui-là, entre T1 et T0. D'accord? Quel est le temps mis pour passer du flux égale 0 au flux égale la valeur maximale? Alors, ici, en fait, notre boucle, elle avance à une vitesse. La boucle avance avec une vitesse constante qu'on note V. Ouais. D'accord. Alors, la vitesse, comment on exprime la vitesse en fonction de la distance? Bah, c'est simplement la distance parcourue divisée par le temps. Ici, pour passer d'un flux égal à 0, c'est-à-dire que le cadre est complètement en dehors du champ magnétique, à un flux maximum, je vais l'appeler flux max, quelle distance a été parcourue? A. Tout à fait, petit a. D'accord? Puisque si je reviens au dessin ici, il faut que je passe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer là de ça. Voilà.
jusqu'à où est-ce que le flux va être nul? Ben, jusqu'à ce que le cadre, ici, il arrive juste au bord de la région du champ magnétique. Tant que le cadre il est à cette position-là, on a toujours phi égale 0 ici. Ouais. D'accord. Quand est-ce qu'il va être maximum? Ben, une fois que le cadre il va être juste plongé entièrement ici dans le champ magnétique. Mhm. Donc, quelle sera, pour aller de cette position-là à celle-là, la distance parcourue? Ben, c'est simplement petit a, la largeur du cadre. Ok, d'accord. OK. Donc, du coup, ben, la vitesse nécessaire pour aller du flux 0 au flux max, ça va être donc, alors la vitesse, elle est constante, mais ça va être A sur delta t. Autrement dit, delta t, ça va être égal à A sur V. OK? Donc le temps nécessaire pour aller de la position où on a phi égale à 0 à la position où phi égale est maximum, eh bien, c'est simplement égal à A sur la vitesse. La vitesse est constante, A est constant, donc c'est un temps qui est constant, qui va être égal donc à A sur V. OK. Alors ensuite, on demande quelle est la valeur de la force électromotrice produite aux bornes des N-spires pour aller justement, quand on va faire varier le flux de la valeur 0 à la valeur maximum. Donc, la force électromotrice, donc d'après la loi de Faraday, c'est moins delta phi sur delta t. Monsieur, vous avez une question dans la conversation? Ah, parce que je ne la vois pas la conversation en fait. Comme j'ai tout coupé. On demande, vous pouvez expliquer pourquoi delta X c'est A? Ouais, alors attendez. Du coup, il faut que je coupe le mode plein écran pour revenir ici. Tac. Je vais mettre en place la conversation. OK. Que je réexplique pourquoi Oh c'est le A. chat. Alors, Oh je le reviens ici. chat. Le chat? Le chat. OK, je remets en plein écran. Voilà. Donc, pour passer, ce qu'on veut, c'est regarder quand est-ce qu'on va passer de phi. Ah zut. C'était ici. Quand est-ce qu'on va passer de phi égale à 0 à phi maximum? D'accord? C'est ça le delta t qu'on cherche. Donc, quand est-ce qu'on va avoir un phi égal à 0? Tant que toute la boucle est dans une région où b égale à 0. Donc, ça veut dire que tant qu'on est ici à une position x qui est inférieure à x1. Si on appelle cette position x1, où c'est le début du champ magnétique. Donc ici, on a phi égal à 0. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? La boucle, elle commence à avancer. Et donc ici, le flux commence à augmenter jusqu'à ce qu'il devienne maximum quand toute la boucle est plongée dans le champ magnétique. D'accord? C'est-à-dire quand on a atteint le phi max, qui est égal au flux maximum qu'on peut avoir, c'est-à-dire la surface totale de la boucle plongée dans le champ magnétique. Donc du coup, quelle est la distance de... Ah zut. Du coup, quelle est la distance de x1 ici au point où je vais avoir toute ma boucle plongée dans le champ magnétique? Eh bien, c'est simplement A, c'est-à-dire la largeur de la boucle. OK?
Anthony, est-ce que c'est plus clair? Ah. Ok. Non, 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 mais pas de problème. Je vais essayer de recommencer en vous faisant comme si on découpe. Non, 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 mais non, non, c'est bien que vous puissiez réussir à comprendre. Ok, j'efface ce que j'ai mis là. Ah, zut. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ah, j'ai plus le droit à la gomme là. Zut. Ah, ça ne marche plus. Si, ça y est. Ah, bah non. Alors, il veut plus revenir. Il veut plus m'effacer mes... Bon, attendez. Je vais passer à la diapo d'après. Ça bug un peu là. Désolé. Bon. Je voulais vous faire différentes positions du cadre en fait. Attendez, je pense qu'il faut que je ressorte en fait. Ok. Alors par contre, ouais, c'est ça. Hop. Je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ok. Ok, donc je reviens sur celle-là. Je vais le faire ici. Ouais, mais non, je peux pas. Non, il faut que je sois en plein écran pour pouvoir écrire. Ok, donc je reprends un stylo. Ok, mon cadre, le flux à l'intérieur de mon cadre, il va être nul tant que le cadre ici, il est à l'extérieur du champ magnétique. D'accord? Dans cette région-là, ici, j'ai bien phi égale à 0, hein, de même que ici, j'ai phi égale à 0. Le flux est nul. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, je vais continuer à avancer. Donc, si je le dessine un instant plus tard, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en vert. Un instant plus tard, mon cadre, ben, il a avancé. Donc, il se situe en partie ici dans le champ magnétique. Donc, il y a une partie du cadre ici qui est plongée dans le champ magnétique. Alors, si maintenant, je vous trace, je vais revenir avec un stylo, je vais me prendre un stylo noir. Ah, zut. OK. Ici, si je vais vous tracer donc le flux, d'accord, qui est égal à l'intégrale de B ds, en fonction du temps. Peut-être ça va vous éclairer. Ici, je suis à 0. OK, le 0, il est là. Tant que mon cadre, il est en dehors du champ magnétique, mon flux, il est nul. Donc ici, je suis à 0. Ici, mon cadre en vert, là, il commence à rentrer dans le champ magnétique. Donc ici, vous voyez que j'ai une petite surface qui est plongée dans le champ magnétique. Et puis tout le reste, ici, c'est 0. Donc du coup, mon flux, il commence à augmenter. Et puis ensuite, imaginez que donc, je continue à avancer. Je vais prendre une autre couleur. OK, j'ai avancé un peu plus, donc je suis maintenant à cette position-là. Mon cadre, il se situe comme ça. Donc maintenant, dans cette position-là, vous voyez que c'est cette partie-là qui est dans le champ magnétique. Donc ça veut dire que mon flux, il continue à augmenter. Ici, je réaugmente. Encore plus. Et puis finalement, je vais me retrouver
à une position. Je vais le mettre en bleu. On va voir si ça va marcher. Je vais me retrouver à une position, mon cadre, il est complètement ici, dans le champ magnétique. Donc là, ça c'est le maximum. D'accord? Mon flux, il est maximum là. Donc sur mon diagramme, mon flux, en fait, ici, il est maximum. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon cadre, il continue à avancer. Donc ici, mon cadre, il continue à avancer. Imaginons qu'au bout d'un moment, je sois à cette position-là. Mon cadre, il est toujours complètement dans le champ magnétique ici. J'ai donc toujours une valeur constante. Et puis ensuite, ben, je vais ressortir du champ magnétique. Donc ici, il y a un moment où je vais arriver à une position où je vais avoir une partie du cadre, en fait, qui est en dehors. Donc vous voyez que maintenant, la surface du cadre qui se trouve dans le champ magnétique, c'est celle-là. Donc là, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez que le flux du champ magnétique, il va se mettre à diminuer. Et puis enfin, il y a un moment où je vais être complètement sorti du champ magnétique. Et de nouveau, ici, vous voyez que je suis retombé avec un flux égal à 0 puisque je suis sorti du champ magnétique. Donc, vous voyez qu'il y a un moment, en fait, où ici, je vais retomber à 0 et après, je serai toujours égal à 0. Donc, voilà l'allure. Si je mesure le flux du champ magnétique à travers la bobine, voilà l'allure que je vais observer. Il est nul, il augmente, il est constant, puis diminue, jusqu'à redevenir nul. OK? Donc la question qui était posée ici, c'était combien de temps il faut pour passer. Combien de temps il faut? Donc ici, c'est le temps. Hein, donc imaginez qu'ici, on soit à un temps t0. On commence à rentrer dans le champ magnétique. Eh bien, combien de temps il faut pour arriver ici à la valeur maximum T1? Il faut que je passe du flux 0 ici au flux ici, phi égale n grand B petit a fois petit b. Et en fait, ce qui change au cours du temps, là, c'est justement cette valeur de petit a. Ici, petit a, il vaut 0 parce que le flux, la surface ici qui se trouve dans le champ magnétique, elle est nulle. Et puis, plus la surface dans le champ magnétique augmente, eh bien, plus le paramètre petit a, là, il va augmenter aussi jusqu'à obtenir une valeur maximum. Donc, en fait, pour aller de T0 à T1, il faut que je parcours une distance ici qui est petit a, qui est cette distance-là. Bon. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous allez vous en sortir pour comprendre. OK. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah oui, j'en étais là. Non. Ah si. Donc, ensuite, la question, c'est quelle est la valeur de la FEM qui est produite aux bornes des N-spire. Donc, la valeur de la FEN, c'est moins la variation du flux divisé par le temps. OK. Alors, du coup, la variation du flux, c'est moins. Donc, le flux, il commence par être nul. Puis, à l'état final, il va être maximum. Donc, la variation du flux entre les deux instants, un T1 et T0, d'accord? Le delta T, c'est ça, hein, c'est le temps entre T1 et T0. Eh bien, c'est le flux maximum moins le flux minimum qui est égal à 0. Donc, ça va être N, B, grand B, petit a, fois petit b, divisé par le temps.
Alors ici, on part d'un temps t0 égale à 0. Et on l'a dit tout à l'heure, donc le temps t1, donc ici, ça va être moins n grand B, petit a fois petit b, divisé par t1, on l'a vu juste à la question d'avant, c'est la distance a divisé par la vitesse. Donc du coup, vous voyez qu'ici, la force électromotrice induite, c'est N grand B, petit b, fois V. D'accord? Monsieur, Les A vont se simplifier là. Oui? le moins de la formule, c'est le moins de la formule, c'est pas un moins C'est que vous ça. avez rajouté. Non, c'est le moins de la formule, c'est parce que ça vient de la loi de Lenz, qui dit que en fait, on va voir apparaître une force électromotrice qui va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est négatif. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui donne naissance à la force électromotrice? Ça va être le mouvement, justement, de cette boucle qui rentre dans le champ magnétique, qui fait augmenter le flux. Et donc ici, on va avoir une force électromotrice qui va apparaître de manière à réduire cette induction. Donc c'est pour ça que c'est négatif. Ça va s'opposer en fait. Ok, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va créer un courant en fait dans l'autre sens qui va s'opposer au premier qui a été qui a donné naissance à cette induction. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Ok, ça c'est le. Hop, peut-être si ça veut bien. Ok, donc on voit que la force électromotrice ici, donc elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle donc à la vitesse. D'accord? Donc plus on va avoir une vitesse rapide à l'intérieur de la boucle, à l'intérieur du champ magnétique, plus la force électromotrice qui apparaît va être grande. Elle est proportionnelle au champ magnétique et elle est proportionnelle au nombre de spires. Donc si vous augmentez le nombre de spires, vous allez aussi augmenter l'induction dans les spires. OK. Bon, ça c'était un exercice en fait qui est une introduction à un travaux pratiques qu'on faisait, sur lequel on avait effectivement un chariot qui pouvait passer sur un champ magnétique et on pouvait mesurer la FEM induite et en déduire, regarder la variation justement en fonction du nombre de spires qu'on mettait ou de la vitesse du chariot. Voilà. Bon, voilà pour cet exercice rapide. Et donc maintenant, on va passer au dernier exercice, qui est un exercice qui va être intéressant parce que en fait, c'est à partir de là qu'on construit les transformateurs. D'accord? Vous savez qu'on rencontre plein de transfos dans nos équipements électriques justement pour adapter les différentes tensions. Par exemple, si vous voulez charger votre téléphone, il vous faut un transfo qui permet de transformer le 220 en une tension de 15 volts dans votre téléphone. On rencontre ces transfos un peu partout, notamment dans la distribution d'électricité chez vous. Vous allez passer de lignes à haute tension avec des milliers de volts jusqu'à une prise de courant dans laquelle vous avez 220 volts. OK? Et donc, pour pouvoir faire ces adaptations de tension, eh bien, on va utiliser des bobines, des solénoïdes.
OK? Donc, on va regarder un petit peu comment ça se comporte quand on a comme ça des solénoïdes en interaction. Donc, on va regarder ce qu'on appelle l'induction dans un solénoïde. Alors, on a ici, dans ce problème-là, un premier solénoïde. Donc, c'est celui qui est en bleu ici, qui a un rayon de 10 cm, donc un diamètre de 20 cm, une longueur de 1 mètre, et il comporte 500 spires par unité de longueur. Donc, ça veut dire 500 spires par mètre, en fait. Autrement dit, dans la totalité ici du solénoïde, on a 500 spires. On va considérer que le champ magnétique qui est créé dans ce solénoïde, comme on l'avait vu lors d'un exercice, eh bien, ça serait le même que dans un solénoïde infini, ayant le même nombre de spires par unité de longueur. Donc, le champ magnétique, je vous rappelle, dans ce type de solénoïde, c'est donné par mu0 NI, et c'est constant à l'intérieur du solénoïde et nul à l'extérieur. Vous vous souvenez de ça? C'était l'exercice qu'on avait fait sur, effectivement, le champ magnétique créé dans un solénoïde. OK, autour de ce solénoïde, on va placer une bobine. Donc, ça serait comme un petit solénoïde. Donc, une bobine courte qui a un rayon 2 fois plus grand et qui comporte 100 spires. Donc, ici, on a 100 spires. OK. Le solénoïde et la bobine ont le même axe de révolution. D'accord? Donc, ils sont tous les deux, comme sur le dessin ici, alignés sur une même direction. On a un axe Z qui passe au milieu des deux. Donc, ils sont bien alignés l'un avec l'autre. OK, première question. On vous demande d'exprimer le flux du champ magnétique créé à travers la seconde bobine lorsque le premier bobinage, c'est ce qu'on appellera le primaire, lorsque le premier bobinage est parcouru par un courant d'intensité I de t, variable dans le temps. Et on va supposer que le solénoïde et la bobine sont orientés dans le même sens. OK. Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser là? Qu'est-ce qu'on vous demande de calculer? Le flux magnétique. OK, simplement, il faut écrire... Ah, zut. Je ne veux pas mettre le stylo là. Il faut écrire le flux magnétique. D'accord? Phi, donc le flux magnétique. Et phi, donc c'est l'intégrale de B ds. OK? Moi, j'ai mis petit s, je vais mettre plutôt grand S. OK. Alors, que vaut B ici? B, c'est justement le champ magnétique créé par la première bobine. Donc, le champ magnétique créé par la première bobine, il est donné ici. C'est mu0 N I uz. I, c'est le courant qui parcourt la bobine. Donc, ici, on a intégrale de mu0 N I de t uz. Et puis, ce qu'on a dit, c'est qu'on a un axe Z ici qui traverse tout le système. Monsieur, pourquoi on a I de T en fait? Parce qu'on vous dit que I de t, c'est le courant qui traverse la bobine. C'est pour ça qu'on a remplacé I par I de T. C'est ça. Ok. Dans cette formule-là, c'est le courant qui est présent dans la bobine. Et ici, on vous dit que cette intensité I de t, le courant a une intensité I de t variable dans le temps. Ok. D'accord? D'accord. Donc ici,
on va avoir ici donc un vecteur ds, ok, qui est orienté selon l'axe Z, en fait. Donc ici, on va faire le produit scalaire avec ds uz. D'accord? Le vecteur normal à la surface, ici, c'est le vecteur qui est porté par l'axe Z, quoi. Le vecteur unitaire de l'axe Z. Ok, donc qu'est-ce qu'on va avoir ici? Mu0 n I de t fois l'intégrale de ds. Alors, ici, c'est quoi la surface sur laquelle on intègre? Le champ magnétique, on a dit, le champ magnétique, il est constant ici à l'intérieur du solénoïde. D'accord? C'est le même partout, hein. Et par contre, il est nul quand on est à l'extérieur. Donc, en fait, la surface ici sur laquelle on va avoir l'induction, c'est la surface ici de ce solénoïde. D'accord? Quand ce qui est à l'extérieur ici du solénoïde, on a un B égale à 0 là. OK? Donc, on n'a pas d'induction, quoi. Donc ici, la surface, c'est la surface ici du petit solénoïde. Donc ici, ça va être un mu0 n I de t fois la surface pi, on l'appelait R1, je crois. R1 au carré. Monsieur, vous pouvez juste revenir sur le pi R1 au carré, comment on l'a trouvé? Comment on a trouvé R1 au carré? Pi R1 au carré, ouais. C'est cette valeur-là. C'est la surface, qui est la surface ici. Enfin, qui est en fait la surface ici, dans laquelle on a un champ magnétique qui est non nul, à l'intérieur de toute la bobine, là. Ah, c'est à l'extérieur de la bobine qu'on a un champ magnétique qui est nul. À l'extérieur du solénoïde, Que le champ magnétique est nul. que le champ magnétique est nul. Donc toute la partie ici qui se trouve à l'extérieur, le champ magnétique, il est nul. Donc le flux équivalent est nul aussi. Donc il n'y a que sur là où on a un champ magnétique qu'on va avoir un flux. D'accord. Et le fait qu'on ait pi, en fait, c'est quoi? C'est parce que c'est un cercle? Le quoi? Le fait qu'on ait pi. J'entends pas. Le fait qu'on trouve pi, la valeur pi, c'est parce qu'on a un cercle? On a la surface d'un cercle, oui. Pi R2. D'accord. D'accord? C'est le cercle ici, délimité par la surface du solénoïde. D'accord. Ok, je vois. OK? D'accord. Donc en fait, à chaque fois, DS, c'est où on a le champ magnétique alors? Tout à fait. Ok. Hein? Puisque ce qui nous intéresse ici, c'est justement le produit de B par DS. Donc si B est nul, ça fait 0, quoi. Ok. OK. Monsieur, Oui? pour pi R1 au carré, Oui. vous avez dit que vous avez calculé la surface, mais vous avez pris la formule pour calculer la surface d'un cercle. C'est ça. Et c'est quoi exactement la formule en fait? Parce que je vois pas c'est quoi. La surface d'un cercle, Oui, pi R2, pi. ça vous parle pas? Ah non, j'ai oublié. Ok, d'accord. Ah ben, Ok. effectivement. Merci. D'accord. Bon, c'est pas le genre de choses qu'il faudrait oublier, quoi. Que la surface d'un cercle, c'est pi R2, que son volume, c'est 4 tiers de pi R cube, que la circonférence, c'est 2 pi R. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier quand même.
OK. Alors ensuite, ah oui, alors ensuite j'ai fait le calcul. Alors si on met des valeurs numériques dans cette formule, alors je vais effacer ce que j'ai mis avec mon stylo là. Voilà. Donc vous retrouvez la formule ici, donc pi R2 fois mu0 NI, avec N qui est 500 spires par mètre, et R1, donc R c'est le rayon du solénoïde là. Donc c'est 10 centimètres. Donc R1 c'est 0,1 mètre. Faut faire attention de mettre les mêmes unités, hein. OK, donc ici on a mu0, c'est 4 pi 10-7 Tesla mètre par ampère. Et donc si on rentre ça dans la formule, ça fait un phi qui vaut 4 pi 10-7 fois pi R2, donc pi fois 0,1 au carré, fois 500 et fois le courant. Donc au final, si vous faites le calcul de tout ça, ici vous avez 4 pi, c'est à peu près 10, fois 10-7, ça fait 10-6, fois pi, fois 0,1 au carré. Enfin, en tout cas, vous trouvez 2 10-7 I de t. OK, donc ça veut dire que vous voyez que si vous avez un courant, par exemple, de 1 ampère, qui traverse ici votre bobine primaire, eh bien, vous allez induire dans le secondaire donc un courant alternatif, hein, de 1 ampère, donc qui varie entre plus ou moins 1 ampère de manière sinusoïdale. Eh bien, vous allez induire dans le secondaire une tension de 2 10-7 volts. OK. OK, alors ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de regarder différents cas où on va avoir des courants différents. Donc, on va prendre 3 cas. Alors, le premier cas, donc, c'est, on suppose ici qu'on a un courant constant. D'accord? Si on a un courant constant, ça veut dire que le flux, il va être égal, donc c'est 2, on a dit 2 10-7 fois I de t. Donc ici, si I de t il est constant, ça va faire simplement 2 10-7. J'exprime en Weber. Donc c'est constant. Donc si vous voulez calculer la FEM, qui est moins des phi sur dt, donc la variation dans le temps de phi, ça va être égal à 0, puisque phi est constant. OK, ça dit simplement que, effectivement, si on n'a pas de variation de courant dans le primaire, eh bien, on n'aura pas d'induction dans le secondaire. OK. Alors, on peut passer à un deuxième cas, un peu plus intéressant. Donc, le deuxième cas, c'est si I passe de 1 ampère à 0 ampère en 0,5 secondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Imaginez que vous prenez en fonction du temps, là, hein, vous avez le courant, I de t, en fonction du temps. Donc, vous partez d'un courant de 1 ampère, ici, et ça diminue linéairement jusqu'à un courant de 0 en un temps, ici, de 0,5, si on mettait en secondes. OK? Alors, d'après vous, que va valoir justement la FEM, hein, qui est égale à moins delta phi sur delta t?
Bah, il suffit de le calculer, hein, delta phi sur delta t. Donc, on va passer d'un phi ici, où on a un courant de 1 ampère, à un phi ici, où on a un courant de 0 ampère. Alors, peut-être je vais le détailler. OK. Si I est égal à 0 ampère, ça implique que phi, qui est égal à 2, 10, moins 7 fois I, bah, il va être égal à 0. Et maintenant, si I il est égal à 1 ampère, ça veut dire que phi, qui est donc égal à 2, 10, moins 7, I, Il va encore être égal à 2 fois 10 moins 7. donc ça va être égal à 2, 10, moins 7. Donc ici, vous voyez qu'entre cette valeur-là et celle-là, eh bien, on a un delta phi, d'accord, qui va être valeur finale moins valeur initiale. Donc, valeur finale, c'est 0. Valeur initiale, 2, 10, moins 7. Donc, on va avoir un delta phi qui vaut moins 2, 10, moins 7. Eh ben, Par contre, je ne comprends pas pour le signe moins. bah parce qu'on part d'une valeur initiale qui est positive, Oui. et on finit sur une valeur finale qui est négative, qui est nulle. Ah, d'accord. Donc, en fait, ah oui, comme on descend, du coup, c'est. D'accord? Ça, c'est finale moins initiale. Delta phi. Ok. D'accord? Delta phi, c'est valeur finale. Phi finale moins phi initiale. Phi. OK? Phi finale, c'est 0. Phi initiale, c'est 2, 10, moins 7. Donc, ça fait moins 2, 10, moins 7. D'accord? Donc, finalement, E, c'est moins 2, 10, moins 7. Donc, ça va être plus 2, 10, moins 7. Divisé par l'intervalle de temps. L'intervalle de temps, c'est 0,5 secondes. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir plus 4, 10, moins 7 volts. D'accord? 0,4 microvolts. Et vous voyez que c'est constant. D'accord? Ici, pendant tout ce temps-là, si je trace, imaginez que vous ayez un oscilloscope et que vous puissiez mesurer cette variation d'intensité, là, d'accord? Du courant. Si vous mesurez la tension aux bornes de votre secondaire, ben ici, pardon, vous partez d'une valeur de 2, 10 moins, de 4, 10 moins 7. Hop. OK, ici, donc vous allez être à 4, 10 moins 7. Donc c'est en volts. Hein. Ici, si vous êtes à 0,5 secondes, donc en fait, vous allez avoir une valeur constante jusqu'à 0,5 secondes. D'après vous, qu'est-ce qui se passerait si ici, le courant il se met à se remonter? Quelle va être la valeur ici? Donc, imaginons que ça remonte jusqu'à 1 seconde ici. Et à 1 seconde, on obtient 1 ampère. D'accord? On remonte à la valeur qui est ici. Donc, cette fois-ci, la valeur finale, c'est 1 ampère. La valeur initiale, c'est 0. Donc, vous voyez que c'est le signe de ça qui va changer, de delta phi. C'est-à-dire qu'on va avoir un delta phi qui est de 2, 10 moins 7. Donc, ici, on va avoir moins delta phi sur delta t qui va donner une valeur négative. D'accord. OK, donc ça veut dire qu'en fait, la tension ici, à partir de là, si vous changez la tension, elle va se retrouver en bas à moins 4, 10 moins 7. Ok. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Imaginez qu'à l'entrée, vous ayez un signal qui est triangulaire.
à la sortie, vous allez obtenir un signal carré. D'accord? Le signal qui est induit dans le secondaire, c'est en fait la dérivée du signal dans le primaire. Donc si ici vous avez un signal qui est triangulaire, eh bien vous allez obtenir ici un signal carré. OK? Donc ça, c'est des expériences qu'on peut faire aussi facilement en TP. Alors, je finis enfin sur qu'est-ce qui se passe si maintenant on a un signal qui est sinusoïdal. D'accord? Donc ici, on a un signal, I de t, qui passe par une valeur I maximum. Donc, qui va osciller en fait entre 1 I max et moins I max. Donc, on est avec un cosinus, donc on va avoir hop, une variation. Voilà, c'est un signal sinusoïdal. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la FEM? Donc, le signal induit, ben, ça va être moins dφ sur dt. OK, donc ça veut dire que c'est moins 2-10-7 fois dI sur dt. Alors, qu'est-ce que c'est que la dérivée ici de cosinus oméga t? Ça va être égal à quoi? Ben, la dérivée de cosinus oméga t, c'est moins oméga sinus oméga t. OK? Donc, j'ai oublié le moins, donc ça fait un plus ici, en fait. Donc, vous voyez que ici, dans le secondaire, eh bien, on va se retrouver avec ici une variation donc, de E en volts. Alors, bon, il faudrait connaître la fréquence ou la pulsation du signal. Je vous rappelle la relation entre pulsation et fréquence. Donc, si vous connaissez la fréquence de votre signal, je ne sais pas, imaginons que vous ayez un signal à 10 kHz. Donc, ça fait 10 puissance 4 Hz. Donc, ça vous ferait une FEM qui vaudrait 2-10-7 fois, alors ça ferait 4pi, 10-7 fois, j'ai oublié le I max d'ailleurs. Ici, il y a un I max. Fois 10 puissance 4, ça ferait 4pi 10-3 I max. OK, donc si ici votre I max c'est 1 ampère, eh bien ici vous auriez à peu près 10-2 10-2 volts. OK, donc ça va varier entre cette valeur et moins cette valeur. Alors, en t égale à 0, vous voyez que c'est égal à 0. OK, et donc en fait, et ici, en t égale, ça va être maximum quand t est égal à 2pi sur... donc ça va monter comme ça.
puis redescendre et remonter. Ok, quand ici c'est nul, ici ça passe par un maximum. Inversement, quand ici c'est maximum, ici ça passe par une valeur nulle. Quand c'est maximum ou minimum, ça passe par une valeur nulle. D'accord? Donc vous avez un déphasage en fait, ici, de pi sur 2 entre votre signal dans le primaire et votre signal dans le secondaire. Et donc ensuite, éventuellement en changeant les valeurs du bobinage, par exemple, eh bien, vous pouvez adapter l'induction dans le secondaire par rapport au primaire. Donc ça, c'est le principe en fait des transformateurs. D'accord? Dans les transformateurs, eh bien, on peut comme ça induire une tension dans un circuit secondaire. Alors, si vous faites avec deux bobines comme ça, induites enroulées l'une au-dessus de l'autre, le problème, c'est que vous allez avoir, je vais effacer ici, le problème, c'est que vous allez avoir une influence du second solénoïde sur le premier. Ben oui, parce que dans le second solénoïde, vous allez créer, du fait que vous induisez une force électromotrice, vous allez créer un courant I2. Ce courant I2, il va lui-même donner naissance à un champ magnétique. Et donc ce champ magnétique, eh bien, il va venir influencer le primaire, puisqu'il va induire une force électromotrice dans le primaire. Donc vous avez un effet de contre-réaction, en fait. Donc ça, on n'aime pas trop ça, en fait, dans les circuits électriques. Quand on a comme ça, ça s'appelle de l'hystérésis, c'est-à-dire qu'on a une contre-réaction qui vient empêcher, en fait, la transformation qu'on veut faire dans le secondaire. Donc voilà, pour empêcher ça, en fait, en général, les transformateurs sont isolés. On isole les deux parties du transformateur, le primaire et le secondaire. Et c'est fait à travers un circuit qui permet de conduire le champ magnétique, mais d'isoler électriquement les retours. OK. Eh bien, voilà qui finit nos TD sur cet électromagnétisme. Monsieur, les exercices qu'on n'a pas fait avec vous, ce sera en notre défaveur ou pas? Non, non. On se tient au courant, en fait, entre les différents collègues de ce qu'on a fait ou pas fait. D'accord. Voilà, de manière à ce que ça puisse... Bon, après, il n'y a pas grand-chose qu'on n'ait pas fait comme exercice et que D'accord. vous n'ayez pas traité en cours, en fait. Parce qu'il y a un certain nombre que vous avez traités en cours, Oui, qu'on n'a pas refait effectivement en TT, d'accord. notamment le champ magnétique créé par un conducteur. Je crois que vous avez fait ça en cours. On en a parlé, ouais, mais est-ce qu'on a vu des exemples? Je sais plus, peut-être. Ouais. Donc la seule chose qu'on n'ait pas faite, je crois que c'est les derniers exercices de la feuille précédente. Oui, Voilà. Et puis le dernier exercice de cette feuille-là. d'accord. Voilà. Donc bon, on a quand même fait une grosse partie D'accord. du programme qui était prévu au départ. Ok, donc par rapport au partiel, vous concertez pour peut-être la Oui, oui, prochaine. oui, oui. Pour que ce D'accord. soit... Voilà. Bon. Bah, du coup, je vous souhaite bon courage pour le prochain contrôle continu, donc qui est la semaine prochaine. Oui, Et puis ensuite pour vos partiels, qui seront en d'accord. janvier pour le coup. Ah, vous n'avez pas encore la date? Pour les partiels? Oui, Non. Alors la semaine, par contre, est indiquée. La semaine est indiquée dans le calendrier qui se trouve sur le site
Internet de la faculté des sciences. D'accord. Alors, je peux vous dire, attendez, je vais essayer hop, d'attraper ça, parce que je l'ai sorti déjà tout à l'heure pour un autre groupe. Voilà. Alors, pour vous, donc, c'est la semaine du, c'est pas la deuxième, c'est la deuxième semaine de janvier, D'accord. la semaine du 11 janvier. Ok. D'accord? Voilà. Et puis ensuite, certainement qu'on se retrouvera au second semestre, puisque a priori, c'est moi qui vais m'occuper du cours de ondes et vibrations. Enfin, vibrations et ondes au second semestre. D'accord. Voilà. Monsieur, si jamais on a des questions, on peut toujours vous écrire ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas. On vous écrit par mail? Ouais, D'accord. d'accord? Voilà, et puis je vous posterai les corrections de ces derniers exercices là. Et puis la vidéo aussi. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Bon courage à tous. Merci. Merci, monsieur. Merci, à Au revoir. bientôt. Au revoir.